Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérémy et on se retrouve aujourd'hui pour un format de vidéo un peu spécial. C'est un petit cut d'une émission de radio. Si vous nous suivez sur le Twitter, essayez de nous suivre sur le Twitter, c'est là où on est le plus actif et sur Discord aussi. Et donc sur le Twitter, j'ai posté il y a à peu près 3 4 semaines une émission de radio que nous faisons tous les mardis soirs sur la radio Décodeur. La radio Décodeur qui a par exemple une émission Trading Point le lundi soir et donc nous-mêmes la cryptostation le mardi soir. Ça parle d'une heure de news et une heure d'un sujet principal, donc c'est de 21h à 23h. Et donc l'émission de la semaine passée, elle s'est tenue avec l'heure de news et donc dont 20 minutes sur les ASIC. Donc vous allez nous entendre parler à trois avec Hugo, Mathieu et moi-même. Donc Hugo Sexélion, Mathieu l'Infréquentable et moi-même Jérémy sur le Discord si vous voulez venir nous parler directement. Et donc on va parler un peu des ASIC et ces révélations qui se sont faites autour des ASIC secrets et comme quoi toutes les monnaies sont déjà ASICées malgré que Bitmain ne l'a peut-être pas encore release, mais d'autres sont déjà dessus. Donc je vous laisse écouter et nous donner vos retours dans les commentaires ou sur Twitter. Un très gros sujet qui nous vient de David Vorik, qui est développeur chez Saya. Saya, pour rappel, c'est la crypto-monnaie qui tourne autour du stockage décentralisé. Et donc, pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire, Saya a tout simplement travaillé sur le développement de son propre ASIC. C'est-à-dire qu'ils avaient fait leur propre algo de minage et ils voulaient développer leur propre ASIC, donc les fameux ASIC obélisques. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques mois seulement avant la sortie des obélisques, les autres miners, je crois, c'était quoi oui, c'était les A3 normalement. Les autres miners A3 ont surgi de la part de Bitmain et c'était un gros bordel, ils ont failli forker, bref, toute une histoire. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que justement David Vorik nous écrit un très long article, je vous mettrai le lien tout à l'heure, sur tout ce qui s'est passé. Et notamment, il explique globalement toute l'histoire derrière la création des obélisques et aussi tout le milieu underground du mining ASIC, qui est un milieu qui est très underground, très limité, et qui est un milieu qui est surtout rempli de rumeurs, de spéculations, et surtout de transactions confidentielles. Alors la première chose qu'il explique dans son article, c'est que en réalité, certains algorithmes d'hachage qui se dit ASIC résistants sont en réalité extrêmement simples à ASICer. Par exemple, EQH, l'algo qui est été par Zcash, était considéré avant comme étant probablement l'algo le plus résistant qui existe. La réalité, c'est qu'ils ont montré en fait, pour être précis, lors du lancement des obélisques, ils prévoyaient aussi de lancer des obélisques EQH très rapidement, parce qu'ils ont expliqué qu'en réalité c'était très facile d'ASICer de EQH et qu'en fait il est facile d'ASICer quasiment n'importe quel algo de minage. Le seul qui est apparemment à peu près résistant, c'est Ethash, parce qu'il utilise un DAG dynamique, ce qui fait qu'on a besoin d'avoir beaucoup de mémoire et c'est difficile de faire des raccourcis. Parce que le principe de base, en fait, quand vous ASICez, c'est que vous faites un raccourci. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un CPU qui va faire tout à la main, vous allez essayer de faire des raccourcis pour que la mémoire aille plus rapidement, pour que le hash soit plus rapide, en fait. Et surtout, il explique que le gros problème, c'est que la plupart des gens ne voient que un seul côté du truc. C'est-à-dire qu'ils voient... on a d'un côté des CPU, des GPU qui font qu'une seule tâche ou qui font n'importe quel type de tâche mais qui sont pas performants, et de l'autre côté des ASIC qui ne peuvent faire qu'une seule type de tâche mais qui du coup sont ultra performants dans cette tâche. Il explique que la réalité est beaucoup plus complexe et qu'il y a tout un tas de matériel qui existe entre les deux, et notamment des ASIC flexibles, c'est comme ça qu'il les appelle. Et il explique que les ASIC flexibles sont tout simplement en réalité beaucoup plus faciles à fabriquer qu'on l'imagine, et que c'est qu'une question de temps en réalité avant que les fabricants d'ASIC les développent. Et il y en aura, et apparemment Ethereum pourrait être l'exemple de tout, enfin Ethash, le mineur Ethash, donc le E3 je ne me trompe pas, serait le premier exemple d'ASIC suffisamment flexible pour pouvoir notamment résister à des hard forks. Il explique également, et c'est assez intéressant là-dessus, qu'il pensait en réalité que lorsque le Z9, donc c'est-à-dire le mineur EQH a été annoncé, il était surpris de la vitesse en fait et des rentabilités. Il le trouvait très peu rentable par rapport à leur propre design qu'ils avaient fait en interne. On en avait parlé ça il y a 2 semaines, je crois. Et bien en fait la raison alors il est beaucoup plus rapide que les tâches par exemple en comparaison, mais voilà, les développeurs ça le trouvaient particulièrement lent pour un ASIC. Et en fait la raison c'est que Bitmain utilise une tactique qui s'appelle le place on route, qui est une méthode qui permet de faire des ASIC beaucoup plus rapidement, dans le sens où ça permet de réduire d'à peu près 1-2 mois de recherche et développement pour faire des ASIC. Ça automatise en fait la fabrication des puces, la fabrication logique des puces sur ordinateur. Mais ça crée des ASIC plus lents, environ 2, 4, 5 fois plus lents qu'un ASIC normal, mais qui est beaucoup plus facile à développer. Ce qui permet du coup à Bitmain de pouvoir développer des ASIC plus rapidement. À tel point qu'à l'heure actuelle, ils estiment que Bitmain est en mesure de fabriquer, grâce à son expérience, un ASIC d'une nouvelle crypto, donc d'un nouvel algorithme en 6 mois, et de corriger un ASIC actuel
en à peu près 2 mois. En 2 mois, ils sont capables de corriger un ASIC qui a été hard forké, enfin une crypto qui a été hard forké, et de le remettre en service. Et là, on parle juste de ASIC hard, on parle bien pas de ASIC flexible encore. Autrement dit, dans 2-3 semaines, attendez-vous à voir le hash rate de Monero remonter en flèche. C'est probable, oui. Mais bon, l'article est beaucoup plus long que ça, parce qu'on a beaucoup d'autres choses assez intéressantes. Il explique également qu'au niveau des hard forks, avec l'arrivée des ASIC flexibles et le fait que plus le temps passe, plus c'est facile de fabriquer des ASIC, surtout pour Bitmain, les probabilités que les hard forks suffisent pour empêcher les ASIC d'arriver sur le minage sont en réalité très faibles. Il y aura toujours un moyen d'optimiser ton matériel afin de le rendre plus efficace. Il y aura toujours un moyen de fabriquer un matériel suffisamment flexible pour pouvoir résister au hard fork et suffisamment optimisé pour pouvoir être plus efficace qu'un CPU et un GPU au minage. Et typiquement, un exemple qui met en avant, c'est le fait qu'il y a quelques années, Baikal avait sorti une puce très proche d'un FPGA qui était capable de miner n'importe quel algorithme à l'époque, n'importe quel algo, et qui était beaucoup plus efficace qu'un CPU GPU. Alors bon, il y a eu toute une histoire parce qu'il n'y a eu pas beaucoup de stock, en réalité il y a eu des ASIC plus performants qui sont arrivés, du coup c'était un peu obscurci, mais la réalité c'est qu'il montre que c'est en fait relativement facile de développer des ASIC suffisamment flexibles pour même miner jusqu'à n'importe quel algorithme. Voilà, ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, entre le CPU et l'ASIC, il va y avoir toute une gamme, et pas uniquement le GPU ou le FPGA, il va y avoir toute une gamme de produits, de matériel qui vont permettre en fait d'être à la fois beaucoup plus performant qu'un CPU, mais avoir les avantages aussi qui s'approchent des performances d'un ASIC, mais en ayant les avantages du CPU, donc qui est adaptatif. C'est ça. C'est que de toute manière, il y aura toujours une certaine flexibilité plus ou moins importante et qui permettra de faire du matériel toujours plus efficace, plus rentable qu'un CPU et un GPU, mais suffisamment flexible pour pouvoir résister à des hard forks, voire même des changements d'algorithmes de minage. Ensuite, il passe dans un domaine un peu plus sombre en expliquant surtout qu'en réalité, depuis environ 1 à 2 ans, une sorte de business underground s'est formé autour des ASIC. Il y avait déjà eu des rumeurs par le passé sur ce sujet-là, même si ça avait été très limité. Là, on a vraiment une confirmation en première main que ce business existe et qu'il est même beaucoup plus gros qu'on l'imagine. C'est le business des ASIC secrets. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des compagnies qui développent en secret des ASIC pour tout un tas de crypto-monnaies, qui soit minent en solo, donc c'est-à-dire qu'elles développent leur ASIC et elles minent tout seules dans leur coin pour générer des profits, ou alors elles revendent des ASIC à des compagnies privées sans annoncer publiquement le mineur, donc c'est vraiment sous-main, on parle vraiment de underground dans le sens où typiquement une société A fabrique un ASIC, vous ne serez jamais au courant qu'une monnaie ou autre soit ASICée. Et il explique que c'est un business qui est devenu extrêmement rentable, dans le sens où c'est des compagnies qui peuvent se faire des profits énormes, parce que le nombre d'ASIC est très limité et parce qu'avec seulement 1000 ASIC, parfois ils sont capables de dominer 90% du hash rate d'une monnaie. Et il y a un contrôle de plus en plus important. Et ils expliquent notamment par exemple qu'au moment où l'Antminer Z9 est sorti sur le marché, a été annoncé, c'est pas sorti, a été annoncé, il y avait déjà 3 autres mineurs qui étaient 3 autres mineurs de 3 autres compagnies différentes qui étaient déjà en train de miner dessus, sur Zcash. Ce qui montre quand même qu'en réalité, c'est pas parce que Bitmain annonce un mineur que la monnaie vient tout juste d'être aziquée. En réalité, elle est aziquée bien avant. Typiquement, il indique que Monero aurait probablement été aziqué dès le début 2017. Mais à l'époque, ça avait représenté qu'une petite part. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ils augmentent la part, mais suffisamment lentement pour qu'on n'ait pas l'impression que ça azique, juste que le prix augmente et qu'il y a plus de mineurs. On a notamment vu lors du hard fork Monero que Monero avait perdu 85% de son hash rate pile poil après le hard fork avant de remonter avec l'arrivée de nouveaux mineurs GPU. Mais ça montre surtout très simplement que dans 85% des mineurs, il n'y avait pas que Bitmain dedans. Bitmain, ça représentait peut-être à la moitié, à 2/3, mais tu avais tout un tas d'ASIC secrets qui minaient dessus. Il explique globalement que il y a plein de groupes d'ASIC secrets, il y a une dizaine pour être précis, une dizaine de corporations qui développent des ASIC secrets. La moitié se contente simplement de miner dans leur coin et de ne jamais annoncer publiquement ce qu'ils font, tandis qu'une autre partie se contente de vendre uniquement aux plus riches des ASIC de manière confidentielle. Sachant que généralement ils réalisent des marges parfois énormes sur ce genre de matériel. Typiquement, il donne notamment l'exemple d'une société qui aurait vendu des ASIC à 10 000 pièces, 10 000 $ l'unité, alors qu'ils ne coûteraient que 500 $ à fabriquer. Il explique tout simplement qu'en réalité, le business des ASIC, à l'heure actuelle, c'est fabriquer des imprimantes à billets. C'est fabriquer des machines qui sont capables de générer des coins. Le truc, c'est que la seule raison pour laquelle un vendeur d'ASIC vendrait aux utilisateurs des ASIC plus que s'en servir lui-même, c'est uniquement si c'est plus rentable pour lui de vous les vendre. Et si c'est plus rentable pour lui de vous les vendre, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique qu'en réalité, il sait qu'il va se faire plus d'argent en vendant le matériel aux utilisateurs qu'en l'utilisant lui-même. Ça veut dire que soit le matériel que vous allez acheter sera moins rentable, alors après vous pouvez essayer de dire oui, ce sera peut-être plus rentable pour certains utilisateurs que d'autres,
Mais ça veut. Alors, par le passé, c'était un peu différent parce que par le passé, c'était au tout début des ASIC, c'était pas vraiment le cas parce qu'au début des ASIC, il y avait très peu de compagnies et les compagnies avaient besoin d'argent pour développer. Donc, c'est pour ça qu'elles voulaient des retours rapides sur investissement. C'est comme Genesis Mining. Tu vois, Genesis Mining, quand ils se vendent, ils disent voilà, la raison pour laquelle on vend notre matériel aux utilisateurs, c'est parce qu'on veut avoir un retour rapide sur investissement. On veut pas avoir un retour sur 2 ans. Le problème, c'est que aujourd'hui, Bitmain et tout un tas de compagnies d'ASIC, de fabricants d'ASIC, sont devenus tellement puissants en termes d'argent et de financement qui peuvent très bien attendre 2 ans. Ils s'en fichent de vendre du matériel aux utilisateurs. Ils peuvent attendre 2 ans pour avoir de la rentabilité. Et de la rentabilité, on parle pas de la rentabilité d'un ASIC où tu fais peut-être 3-4 mois. On parle de rentabilité d'ASIC extraordinaire, de ce style. Voilà, tu dépenses 1 million en R&D, 2 millions en développement, et derrière tu récupères 50, 100, 200, 300 millions. C'est juste énorme et c'est un business qui est extrêmement rentable. Une des raisons pour lesquelles justement on n'entend pas parler de tous ces ASIC, c'est que c'est beaucoup plus rentable de les garder underground plutôt que de les annoncer publiquement. Parce que s'ils les annoncent publiquement, en plus les développeurs de monnaie vont avoir tendance à essayer de les forquer. Donc, il y avait une news il y a quelques mois qui avait été publiée comme quoi Bitmain en fait avait généré autant que Nvidia en 2017. Voilà. C'est simplement énorme en fait pour être fabricant d'ASIC. Et voilà, et c'est quand même quand même énorme. Et il explique notamment que selon ses estimations, toutes les crypto-monnaies qui ont une valeur de plus de 20 millions de market cap ont déjà des ASIC secrets, au moins minimum un ASIC secret qui mine dessus. Ce qui est très faible, 20 millions. 20 millions, c'est que dalle. Ça explique à quel point c'est aujourd'hui tellement facile de fabriquer des ASIC. Ça voudrait dire, oui, voilà, ça voudrait dire que c'est gangréné, tout simplement. Ah, mais c'est ce qu'il explique. C'est que le milieu. Quasiment de toute façon maintenant sont sur le même algorithme. Et si justement les plus grosses monnaies déjà sont ASICées, donc les plus petites aussi. Il y a très peu de monnaies justement qui ont leur propre algo. Si vous regardez What2Mine, vous pouvez être quasiment sûr en fait que 90% des coins sur What2Mine ont déjà été ASICés. Alors après, on n'est pas forcément sur des trucs du style 90% d'ASIC, parce que le but c'est quand même de ASICer en secret. Donc c'est-à-dire qu'ils vont pas non plus, vous pouvez pas facilement détecter les ASIC. En fait, déjà, on ne peut pas détecter des ASIC sur un réseau, parce que les ASIC minent de la même manière qu'un GPU, plus vite, mais de la même manière. Et le truc au final, c'est que ils augmentent au fur et à mesure la puissance, ils augmentent le nombre d'ASIC en réseau, ce qui fait qu'on a juste l'impression qu'en fait le hash rate augmente. La réalité, c'est que le réseau est lentement et sûrement en train de se faire ASICer. Surtout que quand cela se produit, il y a tout un tas de mineurs GPU qui partent du réseau, et le GPU et les ASIC prennent de plus en plus de place. Et parfois on s'en rend pas compte, surtout parce qu'ils vont pas miner sur une pool solo, ils sont pas débiles. Ce qu'ils font, c'est qu'ils minent sur des pools publics, comme ça les gens ont l'impression que c'est des GPU. Mais en réalité, c'est des ASIC qui sont généralement en Chine. Il explique en fait quasiment 95% des ASIC secrets sont basés en Chine à cause des coûts électriques. Ouais, voilà. Il explique même en deuxième partie que certaines mines arrivent à avoir des rentabilités qui sont juste énormes. Du genre, il a dit que certaines mines de très haut de gamme arrivent à avoir 5 centimes par kilowattheure, qui est un prix imbattable mondialement. Voilà, c'est un prix absolument imbattable. Bitmain lui-même n'arrive pas à atteindre ça. Bitmain, il explique que Bitmain est à peu près aux alentours de 20, 25, 30 kWh. Ce qui est déjà extrêmement faible, qu'on se le dise. Et il explique que vu que toutes ces mines sont beaucoup plus rentables que des mines occidentales, c'est elles qui achètent des ASIC secrets, parce que c'est elles qui font le plus de bénéfices sur ce genre de choses. Il dénonce également la pratique du flooding que Bitmain a pris l'habitude de faire. C'est-à-dire que Bitmain, pour générer beaucoup de profit, il utilise une pratique assez intéressante. Plutôt que de miner en secret sur une crypto, il va en fait vendre un premier batch public d'un mineur pas cher, typiquement 800 $, typiquement un prix à peine supérieur au coût de fabrication. Et il va en vendre un nombre très limité, si possible un seul par personne, et une petite centaine, un petit millier grand max. Comme ça, ces gens-là vont servir, si tu veux, comment dire ça ? C'est comme des blogueurs, c'est-à-dire qu'ils vont en parler, et ça va tout simplement créer de la hype autour de l'Asie qui est en rupture de stock du coup. Du coup, le second batch, ils vont vendre leurs trucs 2 fois plus cher. On l'a vu avec les E3 et les A3. Exactement. Ils les vendent. Attends, c'est pas les E3, c'est lesquels qui... Les E3, ils l'ont fait aussi. Je crois que c'est le E3, oui. Enfin, le pseudo batch 1 qui est en rupture de stock est quasiment immédiat et qui était à $2000, je crois. Non, $800. Et justement, le batch 2 qui est passé à $2000. Voilà. En fait, le principe, c'est que... comment dire ça ? Le principe, c'est qu'effectivement, ils utilisent la technique de flooding, c'est-à-dire que plutôt que de miner tout seul et essayer d'avoir des revenus comme ça, ils estiment que c'est plus rentable en fait de fabriquer beaucoup plus d'ASIC que le réseau est capable de supporter et de les vendre à entre guillemets des pigeons, si possible à des prix les plus élevés possibles. Ce qui fait que c'est pour ça que le D3 a eu des rentabilités absolument immondes lors de sa vente. Et Bitmain s'en fiche, je veux dire, leur but c'est juste de générer du profit brut, encore une fois. Quand on parle du minage en disant Alors bon, après, c'est... Tu entends quoi par la rentabilité ignoble du D3 ? C'était ridicule. C'était genre, t'achetais ton D3, t'avais une rentabilité de 1 an et demi.
Voilà, ouais, un ROI c'est de un an et c'est demi. à peu près dans ça. les premiers, dans les premiers, Ah mais les l'as- premiers tu c'était l'avais. beaucoup mieux, mais c'est juste que Oui, ça premier c'est... c'était 13 jours, mais après, ouais, t'es passé directement à quelques mois. C'était Très très long. rapide, hein. Les D3 ont une rentabilité qui s'est effondrée ultra rapidement parce que Oui, il y en a Bitmain plein savait qui sont sortis, ouais. éperdument qu'ils floudaient le marché. Et ce qu'ils ont fait, c'est que pour promouvoir le maximum leurs mineurs, ils se sont simplement contentés justement de faire un batch 1 avec très peu de stock et un prix très faible pour que le mot sort et que les gens disent oh super, regardez, j'ai un ROI d'une semaine, etc. Achetez ça tout de suite. Et au résultat, Bitmain fait un second batch où ils en vendent 100 fois plus, 3 fois plus cher. Et ils flouent le marché. Et c'est beaucoup plus rentable pour eux de faire ça. Alors bien évidemment, on n'oublie pas le fait qu'ils pre-mine avec le matériel des clients, hein, bien évidemment, faut pas oublier. Pour générer un peu plus de revenus. Voilà, c'est ça. Pour générer un peu plus de revenus. De toute façon, quand il l'annonce, il est déjà en train de tourner chez eux, quoi. C'est ça, oui. Non mais qu'on se le dise, à partir du moment où il annonce, ça veut dire que ça peut tourner déjà au moins plus de 2-3 mois, facile. Facile. Et même les ASIC Ethereum, dans mes souvenirs, il dit qu'il pense qu'il y avait déjà des ASIC Ethereum dès l'été dernier à peu près. Des ASIC Ethereum secrets. Voilà. Globalement, il explique que fabriquer des ASIC c'est devenu particulièrement simple, surtout pour Bitmain, qui peut ASICer n'importe quelle crypto en 6 mois et réajuster un ASIC pour résister à un hard fork en à peu près 2 mois. Et il explique surtout que de toute manière, d'ici 6 mois, 1 an, Bitmain va commencer à fabriquer des ASIC flexibles comme avec le E3 qui sont capables de résister à des hard forks. Et notamment, il prend l'exemple de Monero, il explique que pour Bitmain, faire un ASIC Monero capable de résister aux éventuels hard forks pour empêcher le minage ASIC, ça rendrait le X3 environ 3, ça créerait un X3 3 fois moins rentable. Voilà. Il est 3 fois moins rentable, sauf que vu qu'il résiste à n'importe quel hard fork, les développeurs Monero peuvent faire ce qu'ils veulent, il va pas se passer grand chose. Tu vois. Il parle notamment des QH, parce qu'ils ont beaucoup étudié les QH, en disant qu'il y a 3 facteurs qui permettent de hard forker les QH tout en gardant l'algo mais en le rendant non asicable. Ils expliquent qu'en réalité, faire un ASIC qui est suffisamment flexible pour pouvoir répondre à ces trois fonctions, ça le rend à peu près 2-3 fois plus lent. En gros, on a des ASIC plus lents mais qui résistent à n'importe quel type de hard fork. Et c'est ça en fait le point central du truc. C'est que les gens ont l'impression que les ASIC c'est ultra fixe, ça ne peut faire qu'une seule tâche et de toute manière il suffit de hard forker et ils sont pas assez puissants pour faire pour certains algos. La réalité c'est que c'était peut-être le cas quand il n'y avait pas autant d'argent, mais depuis que le marché est rempli, depuis 2017, depuis que la quantité de pognon dans le secteur a explosé, c'est devenu extrêmement rentable de faire des ASIC. Tellement rentable, tu vois, qu'à tel point, on a des ASIC secrets qui traînent un peu partout. Et c'est particulièrement inquiétant pour la centralisation du réseau. On en a un peu parlé, c'était il y a 1 semaine ou 2 semaines, ouais. À peu près l'avenir du Proof of Work. Quoi. Voilà. L'avenir du Proof of Work, ouais. On voit que là, ça va devenir... c'est inquiétant en termes de décentralisation surtout. C'est très inquiétant sur la décentralisation parce que le problème des ASIC, c'est qu'encore une fois, je le répète, mais c'est toujours plus rentable. Il faut se poser la question pour un fabricant d'ASIC. Voilà, vous êtes un fabricant d'ASIC. Est-ce que c'est plus rentable pour vous de miner sur le matériel que vous produisez ou de vendre ce matériel aux utilisateurs? La réalité, c'est que dans 90% des cas, ce sera plus rentable de miner sur votre propre matériel sans l'annoncer publiquement. Comme ça, il n'y aura pas de hard fork public, etc. La monnaie ne sait pas qu'elle est ASICée, donc elle ne fera pas d'hard fork pour empêcher d'être ASICée. Et d'un autre côté, si tu le vends à l'utilisateur comme fait Bitmain, bah, tu essaies de bien pré-miner dessus, tu fais des batchs, tu floudes le marché, tu te démerdes en fait, pour générer plus de revenus en fait, dans l'histoire. On peut également parler du fait que Bitmain, voilà, il dénonce également Bitmain. David dénonce également Bitmain sur cette tactique en fait en Chine, en expliquant notamment que Bitmain a pris l'habitude d'effrayer toutes les usines chinoises qui osent fabriquer des ASIC de minage autres que ceux de Bitmain. Et notamment, il explique tout simplement qu'il a demandé à tout un tas de mines chinoises. Alors déjà, il a été prévenu par des locaux que Bitmain avait tendance à être très dangereux là-dessus. Et en fait, il a fait des demandes et toutes les usines locales chinoises ont toutes refusé de fabriquer des obélisques, systématiquement sans indiquer une raison publique. Mais selon les informateurs qu'il a, c'est clairement Bitmain qui fait des coups de pression sur ce genre d'usine pour pouvoir empêcher en fait les obélisques d'être fabriqués à faible coût en Chine. Au final, il a dû les fabriquer aux États-Unis, ce qui a augmenté énormément son coût de fabrication, qui a quasiment doublé son prix. Après, justement, juste, je ouais, vas-y. cette histoire, il a reçu justement une fois, il a reçu une réponse, du coup, il l'a renvoyé en arrière. Ils sont passés justement par cette manufacture aux États-Unis qui avait des liens en Chine, mais après, au dernier moment, ils se sont fait renvoyer en arrière, qui leur a coûté à peu près 2 millions. Oui, voilà, il y a cette histoire-là aussi. Où ils ont essayé de jouer sécure en prenant quelqu'un aux États-Unis
qui va lui aller en Chine, et normalement c'était des chaussures, etc. Même là, ils se sont retrouvés en arrière. Après, c'est ce à quoi justement il y a eu la petite réponse du Bitmain, c'est juste pour ce petit paragraphe-là. Ils ont juste dit comme quoi il y avait plein d'autres raisons pour lesquelles justement Oui. il y avait les manufactures en Chine ne voulaient pas, mais après ils sont pas plus dans le truc. Il dure 10 lignes quoi. Sur 10 lignes ils se désaccusent de ça, et en plus pour les A3 et le flooding du marché c'est aussi 10 lignes. Donc leur réponse elle est vraiment légère par rapport à l'accusation. Oui, Bitmain avait répondu, mais bon, honnêtement, il n'y avait pas grand-chose. Il répondait à seulement une partie des accusations. Et c'était Voilà. vraiment, il n'y avait pas d'excuses, c'était vraiment non, c'est pas vrai. Voilà, c'est tout. Il y avait Après, quasiment justement, rien. ils nous disent par rapport aux A3 et au flooding du marché, comme quoi eux, ils vendent que à une seule personne, un mineur par Ouais, mais personne. non, mais Donc, je suis désolé, mais ça c'est ils ont faux. ils ont des allocations très claires, des Non, mais batch 1, batch 2, etc. Le mais ça dernier, vaut le pas. Z9, là, ils ont proposé 50 ASIC par personne. oui, voilà. Déjà, il y a ça, et ensuite, en fonction de ton IP, tu n'auras pas la même quantité. Typiquement, si tu te connectes en dehors de Chine, tu auras une quantité relativement limitée 1, 2, 50. Par contre, si tu te connectes en Chine, tu peux monter jusqu'à 1000, 2000, 3000 mineurs en même temps. Ah ouais, mais C'est lol. Voilà. c'est ça, c'est des montants. Ouais, tu peux. Si tu as un VPN chinois, c'est difficile à obtenir. Tu peux checker, tu verras que tu peux acheter beaucoup plus d'Antminer. Et surtout, il précise de toute manière que quand tu vas acheter 1000 ou 2000 Antminer, tu vas directement voir Bitmain. En fait, tu vas pas l'acheter sur le site internet, tu vois ce que je veux dire? Non. Voilà. Et Et la c'est réalité, même c'est que prix. Bitmain vendra toujours des ASIC moins chers à des gros acheteurs, tu vois ce que je veux dire? Bref, c'est toujours rentable en fait pour Bitmain est vraiment devenu un expert en fait dans le domaine. Il parle justement du fait que c'est devenu tellement un expert que c'est un acteur qui est particulièrement dangereux et qui est très puissant en fait. Il explique que c'est clairement le plus puissant fabricant d'ASIC à l'heure actuelle. Qui ce sont les plus expérimentés. Ils ont recruté quasiment tous les meilleurs ingénieurs qui travaillent sur des ASIC crypto-monnaies. Et encore une fois, ils te le disent, à la vitesse à laquelle ils vont, s'ils continuent leur expertise à ce niveau-là, dans 1 an, 2 ans, ils sont capables de faire des ASIC en 3 mois. Ils vont à des vitesses, mais ils te font des ASIC à tout va. Le Z9, alors ils ne te font pas des ASIC optimisés. Hein. Le Z9, il le disait lui-même, David le disait lui-même, le Z9, il est optimisé avec le cul. C'est un ASIC de merde. Mais cependant, vu que c'est quasiment le seul ASIC sur le marché, bah, les gens vont se précipiter Il là-dessus. sera vendu, voilà. Il sera vendu. Voilà. C'est le problème de la concurrence. C'est-à-dire que pour que tu aies un système sain, déjà, il faut que tu aies de la concurrence. Et le problème, c'est que Bitmain n'a quasiment aucune concurrence à l'heure actuelle. Les rares concurrences qu'il a, c'est sur des petits ASIC secrets, donc il n'a aucune connaissance là-dessus. Et c'est pas des ASIC publics. Et deuxièmement, tout simplement, on rentre dans un système où tu as un acteur qui fait tout ce qu'il veut sur le marché, en fait, simplement. Et on est failli rentrer dans ce système-là il y a quelques années, où AMD avait connu des grosses difficultés financières, et on n'était pas loin de se retrouver dans une situation où on n'aurait que Nvidia et Intel, et si tu veux un CPU, tu prends Intel, tu veux un GPU, tu prends Nvidia. Si t'es pas content, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, Ce qui diminue les améliorations. c'est ça. Ça augmente les prix aussi. Voilà, mais là le problème c'est que le problème est bien pire dans le domaine des crypto-monnaies parce que là on parle pas uniquement de matériel de calcul, on parle de matériel qui sont littéralement des imprimantes à argent. C'est ça le problème fondamental. Et à cause de ça, tu auras toujours en fait une centralisation d'acteurs au fur et à mesure. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure du temps, les ASIC vont devenir de plus en plus performants. Il y aura que les grosses compagnies qui seront capables de tenir. Et si le marché se casse la gueule, pareil, il y aura que les gros qui seront en mesure de continuer à fonctionner. Et la réalité, c'est que ça va centraliser. Si tu regardes par le passé, il y a 20 ans, il y avait beaucoup plus de fabricants CPU et GPU qu'aujourd'hui. Hein, je parle des desktops. T'avais Chronos, t'avais tout un tas de compagnies. Toutes ces compagnies-là, elles ont fini par disparaître parce qu'elles n'étaient pas à la hauteur. Et on a un système, c'est un peu le problème de la Silicon Lottery, j'en avais déjà parlé, mais c'est qu'au final, on se retrouve toujours sur un système qui centralise. Et le risque est beaucoup plus important encore que les CPU et les GPU, parce que là, on parle de génération monétaire. Et encore une fois, si, mettons que Bitmain est la seule compagnie au monde à fabriquer des ASIC, ils ont littéralement l'intégralité des pouvoirs sur toutes les monnaies qui sont ASICables, qui se ASIC. Donc typiquement Bitcoin, pardon. C'est extrêmement inquiétant parce que ça montre qu'à terme, on risque de se retrouver dans un système où les seuls validateurs sur des réseaux tels que le réseau Bitcoin, ce sont des compagnies qui fabriquent des ASIC. Voilà. Et c'est extrêmement dangereux pour la centralisation. Très dangereux. Et typiquement, Cobra, Cobra, qui est quelqu'un sur Twitter qui est dans la communauté Bitcoin, qui parlait, qui avait beaucoup parlé autour de Bitcoin Cash, etc. Alors lui, il est pro Bitcoin Core, même s'il prend un peu de recul sur la position. C'est pas non plus un fanatique de la décentralisation ni un fanatique de l'immutabilité. Hein. Voilà, ça aussi, il faudra qu'on en parle une fois. Ce que t'aimes pas, oui, du tout. Oui, voilà, non, mais c'est débile. Hein. On y reviendra. C'est des arguments quasi religieux. On y reviendra. En fait, je pense que quand il y aura peut-être. Oui, voilà.
on parlera de parity, du wallet multi. Ça va revenir de toute façon. Oui, voilà, ça reviendra forcément lors du news, on en parlera. Elliot qui écrit n'empêche Bitmain, ils sont pas propres mais c'est quand même les plus réglo des vendeurs ASIC. Bah, en fait il a pas tellement tort parce que je parle même pas de ceux qui scamment, je parle même pas de ceux qui te mentent sur les rentabilités. Oui, clair, et surtout eux ils vendent publiquement parce que mine de rien les rats dans l'histoire c'est pas tellement Bitmain, un peu, mais c'est surtout en réalité tous les ASIC secrets qui sont fabriqués en privé dont on n'a aucune connaissance et qui sont en train de pourrir qui sont en train de centraliser toutes nos cryptos minables sous nos yeux sans qu'on s'en rende compte. J'allais te demander parce que tu m'as aussi demandé de pas lire l'article pour réagir dessus oui. comme nouveau quoi, pour avoir mon avis à chaud. Oui. Est-ce qu'on a vraiment aucune idée de qui qui peut fabriquer en secret ça? Est-ce qu'on a des soupçons, par exemple, je sais pas, des fabricants type. Il explique que c'est pas des gros fabricants, c'est pas des grosses compagnies. Je pense à Intel, Nvidia, AMD. Non, il explique que c'est des petits groupes de fabricants en Chine. D'accord, ok. Tu vois. Et qui ont généralement accès à des revenus suffisamment importants pour pouvoir fabriquer des ASIC. Et qui ont suffisamment des expériences dans le domaine de l'ASIC en fait, mais pas des ASIC à la base crypto. Il explique que t'en as plein qui se seront convertis des ASIC traditionnels vers des ASIC crypto en fait. Et l'industrie chinoise. Voilà, il explique que c'est quasiment que des Chinois ces mecs-là, parce que c'est extrêmement rentable en Chine. Je rappelle que la Chine est ultra compétitive sur ce domaine-là. Et voilà, et il explique que toutes les cryptos qui ont au moins 20 millions de market cap ou plus ont déjà au minimum un ASIC secret qui tourne dessus. Et il explique qu'à la vitesse actuelle et la capacité de Bitmain à faire des ASIC flexibles est vraiment de plus en plus impressionnant, à tel point qu'il estime qu'à l'heure actuelle, d'ici 1 ou 2 ans, les probabilités qu'il y ait encore du minage GPU sont très très faibles. Du CPU, GPU, je parle de minage utilisateur. La réalité, c'est que, alors encore une fois, je vais pas non plus taper à mort sur les mineurs en disant vous servez à rien ou vous êtes une plaie, c'est pas vrai. Mais la partie importante, c'est que le minage traditionnel, CPU, GPU, va disparaître au profit probablement d'un minage 100% ASIC. Et le truc, c'est que vos GPU, j'ai envie de dire, si vous les avez achetés rapidement, vendez-les. Et si jamais vous avez déjà bien rentabilisé et que vous voulez continuer à les rentabiliser, une solution intéressante, c'est qu'il y a toujours des alternatives comme Golem. Ouais, j'allais en parler. On en avait parlé. Vite fait, la semaine dernière, on en a parlé. Il y aura toujours un marché de gens. De Sun, mais en fait, il va y avoir des projets qui vont permettre de revendre en fait, la puissance de calcul, notamment des GPU. Il y aura toujours un marché d'achat et vente de puissance de calcul. Par contre, ça sera beaucoup moins rentable que même l'électricité à voir aussi si ça sera. Honnêtement, je pense pas que ça sera. La rentabilité qu'on a à l'heure actuelle est excellente. C'est juste une reconversion en fait qui sera pour limiter la casse. Ouais, mais il y aura pas autant de place, hein, clairement pas. Bah bien sûr. Il y aura peut-être 2% de place par rapport à ce qu'il y a. Exactement. C'est pour ça que ça va faire très mal en fait. Voilà. Il y aura pas autant de demandes par rapport à l'offre. Que tu veux dire. Voilà, et c'est ça. Et comme Elliot dit, pour l'électricité en France, c'est un peu mort. Il a pas tort, hein, parce qu'honnêtement, vous allez finir par être en compétition par rapport à des mines Golem qui vont être en Chine avec des prix électriques beaucoup plus faibles. Exception des agents ERDF. Oui, bon, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, un long article particulièrement éprouvant à lire, pour le coup, qui est d'un côté, je trouve personnellement, au final, assez révoltant. Notamment sur les ASIC secrets, c'est la partie qui est la plus, probablement offensant, on va dire ça comme ça, parce que c'est vraiment de l'abus c'est simplement de l'abus de position. Il explique d'ailleurs, c'est très intéressant, mais il explique qu'au final on se retrouve dans un système où d'un côté on a les utilisateurs et de l'autre côté on a les fabricants, et les fabricants ont un ascendant tellement important sur les utilisateurs, mais énorme, c'est pas juste un ascendant comme Nvidia ou Intel qui a un ascendant de fabrication, on est sur un ascendant qui est de savoir quoi est ASICable, à quelle vitesse, un ascendant de savoir à quelle rentabilité on est. Et dites-vous aussi, à partir du moment où vous achetez un ASIC, c'est que les fabricants estiment qu'ils se font plus de thunes en vous le vendant qu'en minant eux-mêmes avec dessus. Et c'est quand même le truc fondamental qui fait que de toute manière, si vous achetez un ASIC, vous faites en partiellement baiser. Et si c'est pas vous qui vous faites baiser, ce sera les autres, entre guillemets. Parce que c'est un groupe d'acheteurs. Hein, voilà. Et du coup, autre chose que tu m'as aussi demandé de pas lire, c'est que Bitmain a répondu aujourd'hui, je crois. Oui, c'est ça. Et comment dire ça? Et bon, Jérémy en avait parlé tout à l'heure, mais la réponse de Bitmain, c'est bidon. C'est déjà, il parle pas des ASIC secrets ou quoi que ça, il parle juste du flooding en fait. Il parle de quoi d'autre, Bitmain? Je crois qu'il parle du flooding et le fait que il parle de flooding et le fait que Bitmain joue mal entre guillemets, triche. Et la réalité, c'est que leur réponse est juste bidonne, c'est qu'il y a 3 lignes. Il y a en gros la version courte, c'est pas vrai, voilà.
a quasiment aucune explication. Ils parlent pas des ASIC secrets, ils parlent pas de leur positionnement sur le marché. D'accord. C'est vraiment une réponse qui vaut absolument donc rien. le hash rate Monero qui chute de 80% au changement d'algo, c'est pas vrai. Ah bah je te garantis qu'en interne ils savent parfaitement combien de pourcents appartient à leur mineur et quel pourcent appartient pas. Ils connaissent leur hash rate bien sûr. Je serais très curieux. Non mais si quelqu'un hack les serveurs de Bitmain et leak toutes les données, je serais ultra heureux. Du coup c'est super parce que eux, du coup, vu qu'ils ont l'info de leur hash rate, ils peuvent savoir quel était le hash rate ASIC qui n'était pas à eux, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ils peuvent évaluer en fait le hash rate de leurs concurrents secrets. Ils ont une vision beaucoup plus large du marché que nous. Ouais. C'est pour ça que je parle d'ascendant tout à l'heure. C'est parce que les fabricants ont une vision beaucoup plus large et beaucoup plus complète du marché que nous sur le domaine des ASIC. Parce qu'un ASIC Bitmain justement ça mine sur leur pool à eux-mêmes, on est d'accord? Non, parce qu'en fait il faut réussir à le cacher l'ASIC. Tu peux pas avoir une pool qui prenne, je sais pas, 40-50%, une pool qui, avec un serveur Bitmain qui prend 40, enfin des serveurs Bitmain. Parce que Bitmain, ils ont des pools, et du coup les ASIC, ça serait logique qu'ils aillent sur leur pool. Pas que, parce qu'il faut qu'ils diluent la puissance pour passer inaperçu. Enfin, qu'ils diluent le hash rate pour passer inaperçu. Ceux vendus au public. Donc tu achètes ton ASIC 1000-2000 balles et en plus tu leur donnes des pourcentages tous les mois pour... Non, alors attention, quand tu achètes un ASIC Bitmain, il n'y a pas de fee de mining dedans. Par contre, bon, on sait avec la faille Handbleed qu'ils avaient foutu des puces de contrôle dedans. Et on sait également qu'ils minent avant de les vendre aux utilisateurs. Bien sûr, sinon c'est donc, pas drôle. Ouais, il y a tout un tas d'abus. C'est pour le tester. Puis, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas trop parlé de ce milieu-là, mais il y a un milieu qui est très proche dont on parle quasiment pas. C'est le milieu des softwares de minage. C'est-à-dire qu'en fait, il y a également un autre milieu parallèle qui tourne surtout sur les shitcoins, où il y a des développeurs. Sur GPU surtout. C'est ça, sur le minage GPU, où il y a des développeurs qui travaillent et qui développent des softwares de minage qui sont plus efficaces que les softwares open source publics. Et qui vendent tout simplement ces softwares de minage à des pools. Pas des pools, pardon, à des groupes de mineurs. Non, ou juste aux utilisateurs, notamment. Oui, parfois les mineurs gratuits, par exemple Claymore, que les mineurs GPU doivent connaître. Oui, mais c'est pas Claymore dans l'histoire, parce que Claymore, c'est juste un mineur, certes, qui est pas open source et qui a 2% de frais. Voilà. Mais dans l'histoire, c'est pas ça. Par exemple, c'est SP. SP, il est spécialisé dans la fabrication de mineurs pour shitcoin. Il a fabriqué une vingtaine de mineurs au cours des dernières années. Et à chaque fois, c'est des mineurs qui sont 3 à 4 fois plus performants que le mineur officiel. Et il les vend à des prix en BTC. Typiquement, en fait, les premiers à l'acheter vont payer le plus cher. Typiquement, des grosses quantités de BTC. Et ceux qui passent après payent des quantités moins chères. Mais il est moins rentable aussi. C'est ça. Bon, récemment, je suis en train de regarder, mais récemment, il avait partiellement rendu une partie de ses mineurs open source. En fait, ce qu'il a tendance à faire, c'est que les premiers qui achètent le mineur payent très cher. Ensuite, c'est un peu moins cher et il finit par le rendre open source au bout de quelques mois. Mais au final, ça génère en fait un trou de rentabilité. Et il faut se dire évidemment que les grandes fermes de minage GPU, vous imaginez bien qu'ils sont des développeurs pour fabriquer des logiciels optimisés pour miner en fait. C'est ça le problème du minage, c'est que tu as tellement un écart en fait entre les pauvres utilisateurs qui vont miner sur des pools qui en plus elles-mêmes ont le contrôle en fait de la validation des blocs. Et d'un autre côté, des mineurs qui ont des milliers de GPU, qui ont du coup des prix beaucoup moins importants et qui peuvent se permettre d'acheter du matériel, des softwares de minage plus efficaces, et carrément des industries de ASIC qui sont encore plus rentables. Et en fait, ce qu'il explique également là-dedans, c'est que plus vous avez d'argent, plus vous êtes puissant, plus vous êtes efficace pour miner. Et plus vous faites encore d'argent. Et c'est ça. Et ça, c'est un système. Bon, après on rentre dans le domaine du capitalisme et tout ça, mais on rentre dans un système où. Ce que je veux dire, c'est que Bitmain en fait a assez de ressources actuelles en termes en termes de cerveau et d'infrastructure pour aller toujours encore plus vite actuellement. Et en fait, ne quasiment pas avoir de compétiteurs. C'est qu'à l'heure actuelle, Bitmain, il a très peu de compétiteurs. Les rares compétiteurs, ils sont... Bon, il y avait Along Mining, mais bon, bref. Le truc, c'est que la réalité... Et je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs avec Along Mining, mais le nombre Ils ont beaucoup attendu avant de les expédier, leur histoire, leur mineurs. Un peu trop. Je me demande si c'était pas une tentative de flooding un peu foirée, mais... ou alors c'est juste qu'ils se sont plantés sur leur mineur et que... Bref, je sais pas. Mais ouais, juste pour répondre à Jack. J'allais aussi répondre à Jack. Je vois le titre de l'article, alors je vais pas lire l'article maintenant. Mais ASIC résistant, une fausse bonne idée. Aucun algo ne peut être ASIC résistant. Aucun. Ok. Tout est ASICable. C'est une question de temps en fait, c'est tout. Question de temps et plus ton market cap est élevé, enfin plus la somme en fait des coins qui vont utiliser l'algo, la somme des market cap des coins qui utilisent l'algo est élevée, plus tu vas être il va y avoir une incentive pour t'affiquer, pour arrêter l'algo, et ils arriveront à t'affiquer. Ou alors c'est que tu resteras un shitcoin à vie à 2 millions de market cap et que tu seras le seul à avoir cet algo-là. C'est ça. En fait, il faut se dire qu'à partir du moment où il y a une rentabilité de t'azziquer, il sera azziqué. C'est tout. Rien n'est anti. C'est une question de temps. En fait. Tout est azziquable. Tout. Il y a aucun algo, même Etash qui qualifie comme étant le plus difficile à azziquer, il estime qu'il a déjà été azziqué l'année dernière. Voilà.
Il a déjà été ASICé par des groupes privés, plus efficace que des GPU. On n'est pas encore sur des super rentabilités, mais on reste plus efficace que des GPU. Voilà. Je m'attends à voir un ASIC Etash, un nouveau qui va popper très vite avec une vraie rentabilité, une rentabilité mais c'est sûr. de vrai ASIC, quoi. C'est ça. Donc un article vraiment fleuve, assez violent. D'ailleurs, il a été très, très vu sur Medium. Je crois qu'il a été vu. 14K5. Ouais, il a 14 000 claps. D'ailleurs, je vous le mets dans le chat live si vous voulez le lire en entier. Voilà, mais il montre surtout un marché. Il montre qu'il y a toute une industrie et que c'est une industrie qui est beaucoup plus sombre et beaucoup plus cachée en fait derrière ces histoires. Mais personnellement, voilà. Et il termine en disant qu'il y a d'autres moyens de garder le contrôle sur la situation. Notamment, il prend l'exemple de Segwit 2X en expliquant que même si 80% des mineurs supportaient Segwit 2X, Segwit 2X n'a pas réussi à être implémenté à cause d'une opposition de la part des utilisateurs et de la part des exchanges, etc. Alors bon, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus parce que Segwit 2X c'est un cas très particulier. Et je considère qu'en réalité, Segwit 2X aurait fait plus de bien au Bitcoin que plus de mal. Parce que je suis désolé, mais un mégaoctet par bloc, c'est juste ridicule. C'est en train de tuer le Bitcoin. Mais bon, bref, on en parlera une autre fois de cette histoire-là. On parlera probablement on fera un scaling debate. On fera un débat sur le scaling une prochaine fois. Voilà. Mais bon, un débat sur le scaling debate. Ouais, un débat sur le scaling debate. C'est un débat sur le débat. Voilà. Mais voilà, en tout cas, voilà, un article qui mérite franchement d'être lu, très clairement. Si vous êtes bon en anglais, lisez-le parce que c'est assez. Il est facilement compréhensible. Oui, il est pas compliqué, honnêtement. Puis il devrait y avoir des traductions. Et il a popé quand l'article il y a 2 jours à peu près. Il y a 48 heures, je crois. D'accord. Il va y avoir des traductions qui devraient arriver. 13 mai, c'était quand? Il y a 2 jours. Ouais, c'est ça, c'était dimanche. 2 jours. Ça prend 22 minutes à read apparemment quand même. Selon Medium, oui. Il prend un moment. Moi, personnellement, mon avis sur le sujet, c'est que je pense que de toute manière, tout est asicable et que c'est un marché qui a toujours tendance à centraliser. Je parle même pas des autres problèmes du minage qui sont les problèmes écologiques, les problèmes de stabilité, de performance. Et globalement, le problème du minage, c'est qu'on aura toujours une bataille sur du hardware en fait. Comme on a une bataille entre Nvidia et AMD. Et le problème, c'est qu'on a bien vu que les batailles comme ça se centralisent autour de puissantes compagnies. Sauf que là, c'est bien pire parce qu'on parle carrément de création monétaire. Et c'est pour ça que personnellement, je pense de toute manière, le minage tel qu'on le connaît aujourd'hui, notamment le CPU GPU va disparaître. Alors il va être remplacé probablement par de la location GPU typiquement comme Golem. Et le mining ASIC va probablement résister encore longtemps parce que ces groupes-là, il faut se dire qu'ils ont beaucoup d'argent. Typiquement, Bitmain avait clairement essayé de rentrer dans EOS. Hein. Vu qu'ils peuvent pas la miner, ils vont essayer d'avoir un maximum de stake dedans. Ah oui, j'ai pensé à ça. Et les gens vont voter pour eux en plus. Je t'ai dit, Bitmain a plus de revenus qu'Nvidia en 2017. C'est ça. Bon, moi, l'avantage, c'est qu'on peut les virer. Donc, s'ils n'ont pas suffisamment de stack, c'est ça le truc. C'est que s'ils ont plus de 5% de la supply, ils peuvent pas. Attends, 5% ou 5%. Attends, bah non, c'est supply divisé par 21, mais c'est théorique. Ouais, c'est ça. Plus de 5. Il y aura jamais 100% de la supply qui sera stackée sur EOS. C'est ça, mais bon, mettons que si toute la supply est stackée, il leur suffit de 5% pour valider quoi qu'il arrive. Alors, oui, c'est ça. Bah oui, pour valider quoi qu'il arrive. Si. Pour les validateurs quoi qu'il arrive. C'est ça. Et 5%, ça fait le market cap est enfin ça. Ils les ont. On peut pas. J'en suis quasiment sûr. Ça m'étonnerait pas. Hein. C'est Bitmain, ils sont pétés de thunes. Je sais. Il y a Bitmain. Voilà. Bref, mais tout ça pour dire qu'à mes yeux, le seul moyen de réellement se débarrasser de ce genre d'influence, c'est faire du proof of stake. Et je parle des nouvelles générations de proof of stake, je parle pas des anciens. Les masternodes, c'est de la merde, hein, faut arrêter. Je parle des proof of stake qui sont BFT comme. Pourquoi on parlait de masternodes hein, pourquoi en fait c'est une pompe. Enfin, on en parlera une fois. Pourquoi c'est une pompe à fric? C'est quasiment du Ponzi en fait. Oui, exactement. C'est quasiment des Ponzi. C'est pas des Ponzi. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Voilà. Mais voilà, à mes yeux, c'est surtout le POS, le DPoS, ou d'autres méthodes de consensus. Mais voilà, à mes yeux, le minage physique à coup de hash, à coup de CPU, GPU, il va disparaître. Et le minage ASIC, je pense que ça va être assez malsain. Et ça m'étonnerait pas que dans 1 ou 2 ans, le Bitcoin va partir tellement en couille à cause de ça. Que ça risque de devenir très inquiétant en fait. Pourquoi, à part si Bitmain implémente une sorte de Handbid 2, alors pour rappeler ce que c'est Handbid, en fait Bitmain ils ont une sorte de backdoor dans leur Antminer qui permet de les turn off, en fait, de couper en fait, voilà, désactiver à distance. S'ils n'ont pas payé les gens. Non, c'est pas vraiment ça. En fait, toutes les, je crois que ça dépend, je sais plus. Enfin, régulièrement, il va y avoir le Antminer qui va envoyer une requête à un serveur qui c'est codé en dur dans le soft, et donc il va envoyer son numéro de série. Et donc le serveur aura l'IP aussi, l'IP et le numéro de série, et le serveur va retourner en gros
oui ou non, si tu continues à miner ou pas. Et actuellement, c'est contournable dans le sens où tu peux désactiver le truc en modifiant le fichier host, parce qu'un antminer, ça reste une sorte d'ordinateur, quoi. Tu peux t'y connecter en SSH dessus actuellement. Enfin, il y a un Linux qui tourne dessus. Actuellement, c'est contournable, mais est-ce qu'au final, c'est pas une sorte de honeypot pour dire, bah, en fait, on a le... Comment dire, on peut voir ça comme il peut y avoir quelque chose encore derrière qui permet vraiment de désactiver et on peut rien faire. Et donc est-ce qu'ils peuvent en fait désactiver n'importe quelle ferme de minage? Oui, non, mais ils ont un contrôle, quasiment, ils ont un contrôle énorme sur le marché par rapport à le matériel qu'ils font, le backdoor me semble enfantin. Tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà. Ça me semble trop facile en fait de pouvoir le contourner de cette façon. Je vois tout à fait comment ça marche. On va pas trop expliquer là. Ouais, c'est juste dans les fichiers. Ouais, c'est juste un fichier. En fait, il suffit de dans les fichiers host. Ouais, voilà, comme quand tu mets ton. Tu rediriges la connexion. Exactement, tu rediriges la connexion généralement vers 127.0.0.1. Oui, tu vois. Pour que ça tombe nulle part et que le antminer arrive jamais. Non, mais c'est tout con. Tu fais un firewall et tu bloques l'IP. Bah, c'est à peu près le fichier host qui fait quoi quand tu rediges vers 127.0.0. Mais non, mais c'est un truc important, mais c'est surtout pour montrer que Bitmain ont la capacité de pouvoir déjà non seulement savoir où se trouvent tous leurs mineurs sur Terre, de savoir, et ce qui leur permet également de définir quelle farm a combien de GPU. Exactement. Et ce qui leur permet également globalement d'avoir, je suis quasiment sûr que chez Bitmain tu as des rapports qui te disent voilà, aujourd'hui regardez, ça c'est tous les gens qui font du minage, nous on en est là, eux ils en sont là, telle quantité de hash rate vient de chez nous, telle quantité vient pas de chez nous. À coup d'espionnage industriel, à coup de je vais effrayer l'usine voisine pour pas qu'elle fabrique le ASIC du voisin. L'obélix. L'obélix. On se retrouve dans un système qui est juste mafieux et un système qui est totalement. Qui est juste malsain. C'est un système qui est très dangereux pour la centralisation des crypto-monnaies. Et moi, après avoir lu l'électrique, je suis vraiment en mode quitter le proof of work le plus rapidement possible, j'ai envie de dire. On connaît un peu ton avis là-dessus. Oui, c'est ce que je disais. Cobra, oui, mais là c'est bien pire qu'avant. Et surtout Cobra, justement, en parlait en disant que ça fait un moment en fait qui demande en fait, et il n'est pas le seul, que Bitcoin Core, donc les développeurs Bitcoin Core, réfléchissent à changer l'algorithme de Bitcoin pour quitter en fait le minage et passer sur par exemple du proof of stake. Et j'y crois pas du tout. Pardon, et le truc c'est qu'il a une opposition énorme, notamment de la part de Bitmain. Bah oui. Et puis comme les mineurs font un peu la loi c'est ça. Et Bitmain a une force tellement importante et tellement de manipulation que ça va être, je pense, assez difficile pour eux de passer en proof of stake. Pas impossible, honnêtement. Mais ça risque d'être un sacré bordel. Et je pense qu'à l'heure actuelle, déjà que c'est un beau bordel de savoir quel est le vrai Bitcoin, dans 3-4 ans, avec tous les forks qui arrivent, avec tout le bordel, c'est With2x et la bataille qui risque de se passer autour du POS, ça pue la merde. Le vrai Bitcoin, c'est Bitcoin Core, pardon. Oui, mais je veux dire, Bitcoin Core... Oui, mais je veux dire, Satoshi Nakamoto, à la base, la limitation de 1 mégaoctet, c'était une prévention anti-spam temporaire. Il le disait lui-même. Alors, il faudrait augmenter la taille des blocs. Il y a des choses, je suis désolé, mais le Lightning Network n'est pas une solution que Satoshi Nakamoto a envisagée. Là, on en reparlera peut-être quand ça sortira. On parlera du scaling debate une fois. Ou quand... oui, voilà. On en parlera là, oui. Ou de Raiden, par exemple, pour moi, c'est pas des solutions viables. Raiden, c'est des solutions de scaling, mais c'est pas des solutions de scaling grand public. Non, mais attends. Non, mais toi, t'as l'impression que ça sert à quelque chose. C'est juste que c'est surévalué en tant qu'utilité. Bref. Quand j'ai entendu quand on aura Lightning Network, ça va tout être gratuit, non, mais ça, c'est bidon. tout est instantané, etc. C'est absolument pas comme ça que ça a marché. Voilà, mais bon, c'est juste que on en parlera une autre fois de tout ça. Il y a encore beaucoup de sujets à discuter à ce niveau-là. Est-ce qu'on passe? C'est bon, tu t'es lâché. Tu t'es lâché un peu là. Ouais. Tu t'es lâché, t'as dit des mal du proof of work, c'est bon, t'es bien. Oui, mais après, encore une fois, moi je considère que c'était quelque chose d'important avant et que mine de rien, ça contribue à l'écosystème et tout ça. Et encore une fois, je considère que moi j'ai miné, je vous le dis, j'ai miné avec des CPU, j'ai miné avec des GPU. Je suis pas. J'ai miné, j'avoue, aujourd'hui. Je dois l'admettre. J'ai miné avec des GPU Il aussi. se trouve que j'ai miné avec Minecraft. Bon, j'ai commencé en 2013, alors c'était un autre époque. Les mineurs anonymes. Non, j'ai commencé en. Ils se reconvertir avec leur carte graphique. Mais de toute façon, voilà. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, en tant que fan de technologie de blockchain, je considère pas du tout le proof of work comme un système viable, que ce soit en termes de décentralisation, de scalabilité ou écologie. Il y a trop de problèmes pour que ce soit viable. Quand tu vois ce que va faire un DPoS BFT ou du DPO, un POS BFT ou un DPoS avec les, même pas en termes, plus sécurisé, même plus pas, rapide, voilà. plus performant et plus écologique. Ce que j'allais dire, c'est même pas en termes. Alors l'écologie, encore, on peut pas. Enfin, pour moi, l'impact, il y en a un de Bitcoin, mais il est encore négligeable par rapport à la consommation mondiale. Tu vois. Oui, mais ça reste énorme par rapport. Tu sais comment ça coûte en kilowatts une transaction Bitcoin? C'est hallucinant. Je sais. Tu prends le prix de la transaction Bitcoin, c'est combien actuellement? $1 ?
De dollars À peu Aujourd'hui, près, oui. on est autour d'un dollar dans mes 1 souvenirs. ou 2 dollars, un peu plus d'un dollar, je crois. Ce qui est cher. Ce qui est cher, ouais, mais attends, ce que je voulais dire, oui, c'est même pas en termes de décentralisation. Si le POS serait plus décentralisé, ok, ça serait bien, mais le POS, enfin, quand je dis POS, c'est POS, des POS et les méthodes alternatives, méthodes de consensus alternatives, c'est surtout en termes aussi de performance et scalabilité. Voilà. Oui, c'est ça. Mais ça, de toute façon, on en parlera une autre fois. On parlera du scaling debate. C'est clairement un truc dont il faut qu'on parle une prochaine fois. Putain, je me suis planté en plus.